Et les habitants de Beauvais à Petit-Bourg sont menacés d'être délogés pour des raisons de sécurité. Le maire de la ville, Guy Losbar, qui veut éviter un scénario similaire à celui du quartier de Grand-Bay, a ouvert le dialogue. Les discussions s'annoncent difficiles. L'ARAC de Guadeloupe mobilise ses troupes sur le terrain pour aider les entreprises à prévenir les problèmes liés à de mauvaises conditions de travail. Nous irons dans une entreprise qui fait appel au service de l'organisme public pour se distinguer dans ce domaine. Et puis demain sortira dans les librairies le nouvel ouvrage des éditions Caribule, De quelle couleur es-tu ? Un livre de Pascal Boujol. Elle met en scène une petite fille marie-galantaise qui nous apprend à admirer la beauté du vivre ensemble. Le livre a été testé auprès de ses téléspectateurs ce soir. Et puis bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. L'ensemble des habitants du quartier de Beauvais à Petit-Bourg seront bientôt invités à quitter leur domicile. La zone, classée en RHI, est considérée par l'État comme inconstructible et dangereuse. Il s'agit en fait d'un scénario similaire à celui de la zone de Grand-Bay à Gosier. Pour éviter à tout prix les incidents qui ont émaillé cette tentative de rénovation, le maire de Petit-Bourg, Guy Losbar, a commencé une série d'explications avec les habitants, mais la mayonnaise ne semble pas prendre. Reportage Karen Diama, Patrick Curie. Depuis 30 ans, les falaises de la ville de Petit-Bourg représentent un danger pour la population. À chaque saison cyclonique, ces personnes-là se trouvent en situation extrêmement périlleuse dans la mesure où la falaise s'effondre et forcément la falaise avance vers les habitations. Nous avons déjà des maisons qui sont suspendues, nous avons des vérandas suspendues, nous avons des dalles qui sont suspendues. En 2008, la nouvelle municipalité a entrepris des études pour la résorption de l'habitat insalubre, un plan qui prévoit la mise en sécurité, mais aussi le bien-être des habitants. Permettre justement d'obtenir des moyens juridiques pour le déplacement des administrés qui sont là et aussi d'obtenir des moyens financiers à la fois pour trouver des solutions de relogement, trouver des solutions de confortement des différents terrains fragiles qui sont là. Faut rappeler quand même que sur ces deux secteurs de Bovis et de Pointe-à-Bacchus, il y a 95 habitations qui sont fragilisées déjà, qui sont en cette situation dangereuse. Sur les 95, il y en a 34 qui sont dans des situations périlleuses, c'est-à-dire dont les constructions commencent déjà à s'effondrer. Des travaux qui, loin d'être commencés, suscitent déjà quelques réactions auprès des résidents. Raphaël, aujourd'hui âgé de 63 ans, ne s'imagine pas un instant quitter la maison familiale. Rénovation à quoi? Quitter Kazan, moi, jamais voir ça. Même si on est des millions, en qui est mort là, en qui pète vie en moi là, c'est l'enlever, en qui sorti là. Et puis on fait sortir là, il faut reculer moi. On tout ça. Et on qui haché 2 ou 3 francs sorti. En gentil, mais là, par contre, on va rigoler à niveau là, ça. Hein. Ma maman se fait quoi pour te faire ces cases là, ça, pour venir faire moi sortir là, pour me mettre en cité. À moins qu'elle ait mon belle case en cité, et on n'a pas qu'à payer le loyer. Depuis un tout petit en côté ici, nous mettons derrière case, il ne faut rien dépasser, ni 1 mètre, ni 1 mètre 50, il ne faut rien bouger. Et l'application de tous les jours, de l'eau qui a coulé là, il ne faut rien bouger. Quand on paie. Pour informer au mieux, mais surtout pour rassurer les habitants concernés, des réunions d'information ont été mises en place. Vous avez une population qui est née là, les gens grandissent là. Forcément, ils sont attachés à leur environnement. Il y en a qui voient le danger, il y en a qui ne voient pas le danger, qui contestent d'ailleurs toutes les études, etc. La démarche dans laquelle nous nous inscrivons justement, c'est celle de la concertation, celle de l'explication, plutôt que d'arriver dans des situations de confrontation, etc. La phase étude étant bientôt terminée, la phase opérationnelle devrait démarrer au dernier trimestre de cette année 2018. Et nouvelle déception pour les élus antillais sur le dossier des Sargasses. À l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce matin avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, la ministre a annoncé que l'État versera aux 3 départements la somme d'1 600 000 € pour venir à bout des Sargasses. Une enveloppe financière qui serait bien en deçà de leurs attentes. Dominique Théophile, le sénateur, sera d'ailleurs avec nous demain soir, notre invité pour en parler. Et les élus déplorent le manque d'implication, voire d'intérêt de l'État pour les dossiers brûlants qui concernent les Antilles, Guyane. Hier, il s'agissait, souvenez-vous, du chlordécone, où aucune solution concrète n'a été apportée par la ministre de la Santé.
Croyez-vous en la volonté des pouvoirs publics de s'attaquer au problème du chlordécone? Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter sont allés à votre rencontre sur le marché où, on le sait, vous foisonnent les sujets de discussion. On regarde. C'est là, si l'État a demandé pour ça pas jamais venir ici, dans tout le pays aussi, ça c'est bien, parce que pour dire là, ils sont où ça empoisonné. Là, il y a plusieurs terres qui polluent. Bon, il faut faire des recherches, faire des analyses au sol. Et surtout pour les zones de Capester, Guayave, quelques zones en Baïf. La terre a été polluée, je suis d'accord, effectivement. Mais s'il y a des gens qui ont été contaminés, il faut que l'État prenne les mesures. Parce que quand on vend un produit, on paie des taxes. Et les taxes, ça va à l'État. Alors il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il n'y a pas faire ça qu'il faut. Il y a essayer. Mais ça ne va pas avoir ça beaucoup en ordre. Ça va arranger parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils consultent les terrains pour voir si c'est bon pour faire la plantation. Si c'est bon, il fait la plantation. Si c'est pas bon, il ne fait pas. Mais non, l'État n'a pas pris mesure pour faire rien. Bon, pour moi-même, ça, moi, en cas de moi, l'État, ouais, pour eux, il va ouais, pour les autres. Parce que pourquoi non? Parce que c'est eux-mêmes qui ont introduit le chlordécone, avec tous les pesticides qui étaient interdits. Donc c'est eux-mêmes qui nous ont empoisonnés, donc ils ne peuvent pas trouver de solution. Il faut porter monnaie pour nous rétablir toute chose, parce que ce n'est pas logique qu'ils empoisonnent nous comme ça et nous rester stagnants. Voilà, il faut faire des marchés, des mesures pour réparer ça qu'ils ont fait. Voilà. Pour l'instant, l'État ne veut pas mettre sa main à la pâte. Il fait le tour du problème, mais il ne veut pas être au fond du problème. Parce qu'ils sont responsables. Et ils le savent. Et puis en Martinique, les autorités continuent de lister le bilan des dégâts engendrés par les fortes pluies qui se sont abattues sur l'île il y a 2 jours. Les agriculteurs auraient été également fortement impactés, notamment dans la commune du François. Le reportage de Loïc Régis. La rivière, sortie de son lit, a lourdement endommagé le champ de bananes de Louis-Daniel Berthom, président de la Chambre d'agriculture, mais aussi exploitant. Aucun bilan n'est définitif, mais il semble déjà important. J'ai 9 hectares de bananes, je pense que j'ai autour de 15-20% de dégâts importants, tant au niveau des pertes de pieds qui sont arrachés, et puis des traces des matériels qui sont partis, le matériel d'irrigation notamment. Système d'irrigation détérioré, pieds cassés, c'est l'heure du nettoyage pour certains, mais d'autres ont pu reprendre l'activité. Chez cet autre exploitant, la production tourne au ralenti, seulement une vingtaine de cartons chargés jusqu'à midi, contre 80 dans une journée ordinaire. Par rapport au régime qu'on a l'habitude de récolter en fonction de temps, d'heures, le nombre de régimes qu'on a l'habitude de rentrer en fonction des heures, non, ça n'a pas été fait ce matin. Nous avons beaucoup de pieds arrachés, beaucoup de pieds tombés, cassés, bon, c'est la nature, on fait avec, mais c'est pas évident. Autre filière impactée, la canne. Elle semble moins touchée, mais les répercussions ne sont pas forcément visuelles. La qualité du produit récolté pourrait être inférieure. Nous nous inquiétons sur la richesse des cannes pour les jours à venir. Si le soleil qui est revenu aujourd'hui persiste, malgré tout, pendant une bonne quinzaine de jours, notre richesse risque de diminuer. Moins de saccharose, donc moins de qualité et forcément moins de revenus. Face à ce bilan qui risque de se révéler assez lourd, le maire du François, Joseph Loza, avec le concours du sénateur Maurice Antiste, a enclenché les démarches pour que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour sa commune. Et en Guyane, à quelques jours de l'anniversaire de l'accord de Guyane qui soufflera sa première bougie d'ici le 21 avril, les élus de la collectivité ont fait le point avec la ministre des Outre-mer. Quels sont les points qui ont vraiment été mis en place, ceux qui ont été actés par le gouvernement? Reportage Stéphane Alexandresco. Les 4 parlementaires guyanais et la ministre des Outre-mer se sont retrouvés cet après-midi pour faire un point sur le suivi des accords de Guyane.
C'est donc le troisième point que nous faisions. Je l'avais déjà fait ici dans ce ministère, je l'ai fait sur place en Guyane et puis à nouveau ce point aujourd'hui, un an après les accords de Guyane à peu près et puis un mois on va dire à peu près avant mon nouveau déplacement en Guyane puisque j'irai aussi en Guyane au contact de la population avec les élus pour faire un point. Aujourd'hui, ce que l'on peut constater, c'est qu'on est véritablement dans l'engagement concret. Et d'ailleurs, les Guyanaises et les Guyanais peuvent suivre cet engagement sur le site internet qui a été ouvert, un site internet Transparence, qui est une première pour le ministère des Outre-mer, avec effectivement la Guyane, et qui va se généraliser d'ailleurs à tous les territoires. Je souhaite qu'il y ait une mise à jour et un dialogue avec les citoyens. Ce qui est toujours très difficile, c'est que les Guyanaises et les Guyanais se rendent compte tout de suite du travail qu'on est en train de faire. Quand on programme X construction d'écoles, de collèges et d'internats, que nous on dit mise en œuvre, c'est-à-dire que les financements ont été versés, que les actions sont lancées, que les premiers appels d'offres ont eu lieu, il est évident que le changement dans la vie de la Guyanaise ou du Guyanais ou de l'enfant ou des enfants guyanais, c'est bien la journée où ils rentreront à l'école. Et malheureusement, on sait qu'il faut 3 ans, qu'il faut 2 ans si on presse un peu. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Comment on raccourcit tous les délais pour être à la hauteur des attentes des populations, mais que chacun comprenne que ça prend toujours un peu de temps, mais que les moyens sont là et que les engagements de l'État ne faibliront pas. Un message de fermeté reçu positivement par les parlementaires guyanais, même si de fortes inquiétudes et des interrogations demeurent. Et je comprends parfaitement que tout ne puisse pas se réaliser tout de suite. Quand vous décidez de construire un lycée, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut trouver le foncier, après on a le financement, il faut lancer le concours d'architecture, etc., etc. Mais au-delà, c'est bien ce que je dis, au-delà de ces crédits qui nous paraissent avoir été fléchés de manière conforme aux demandes qu'avaient formulées les Guyanais, il y a pour moi une nécessité d'agir sur les grandes masses budgétaires, de voir comment les grandes masses budgétaires ont évolué, parce que ce que moi je crains, c'est que les techniciens de Bercy ne nous fassent un tour de prestidigitation qui consisterait à déplacer des masses budgétaires de certains domaines où on n'a pas été assez vigilant vers les domaines où on a manifesté une forte désapprobation lors des mouvements sociaux. Et pour moi, selon moi, il est indispensable que la Guyane puisse avoir quelques éléments d'éclairage par rapport à cette interrogation-là. Et en Guadeloupe, l'ARACT mobilise ses troupes sur le terrain pour aider les entreprises à prévenir les problématiques liées à de mauvaises conditions de travail. Comment ça marche ? Anne-Elisabeth Artsen et Moïse Dexter se sont rendus dans une entreprise qui tente de se distinguer dans ce domaine. On regarde. Améliorer les conditions et la qualité de vie au travail, c'est la mission de l'ARACT qui a réuni ce matin une 60aine d'entrepreneurs. L'idée était au départ de travailler sur la question de la prévention des risques de la santé au travail dans ce secteur, parce qu'il y a quelques constats qui avaient été faits au niveau national et qu'on relève aussi ici. C'est que par exemple dans ce secteur, on a plus d'accidents que dans le secteur du bâtiment. Le travail sur le terrain a déjà commencé puisqu'on a sur les 5 structures qui étaient parties prenantes au départ, il y en a 3 qui ont été suivies pendant 1 an. Donc qui ont travaillé, qui ont mis en place des outils avec de réels changements en interne qui poursuivent déjà. Parce que par exemple, leur travail ne consiste plus aujourd'hui d'aller simplement regarder l'hygiène des locaux, de voir si la personne âgée est satisfaite du ménage, c'est de regarder l'ensemble. Est-ce que les conditions sont réunies pour que ce travail soit bien fait? Pour cette chef d'entreprise spécialisée dans l'aide à domicile, ce séminaire lui permet de partager son expérience en termes de qualité de vie au travail. Lorsqu'une intervenante va au domicile des bénéficiaires, ils sont confrontés aux différents risques de la vie courante, risques psychosociaux, risques de chute. C'est un travail qui est intense. Donc nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, c'est un sujet qu'on doit prendre à cœur parce que c'est notre responsabilité. On doit pouvoir accompagner ces intervenantes qui sont souvent sur la route. Le secteur des services à la personne représente aujourd'hui environ 2 millions de salariés exposés à des risques physiques et psychosociaux, faisant de ce secteur d'activité le plus sinistré en termes d'accidents de travail. Et puis dans le public, il n'est pas rare que les collectivités organisent des séances de préparation au concours de la fonction publique territoriale pour leurs agents. Un moyen aussi d'améliorer les conditions de travail et d'offrir des perspectives d'évolution professionnelle. Exemple avec la ville de Lamentin qui organise en ce moment des modules à la maison des aînés. On regarde les commentaires recueillis par Karen Diama et Patrick Curie.
La 10e édition du Petit Déjeuner d'orientation est sur la thématique de la préparation au concours de la fonction publique. Alors, il faut savoir que beaucoup de personnes, généralement, sont effrayées quand ils entendent parler de concours. Et ce matin, c'était réellement une manière de leur dire que c'est possible et accessible pour chacun si on se donne les moyens. Alors, à savoir déjà quels sont les critères d'admissibilité pour passer un concours, savoir les différentes étapes pour le concours et également comment ça se prépare un concours pour arriver à la réussite, autant dans la partie écrite que dans la partie orale. La réussite pour tous en Guyane pour briser les préjugés et encourager l'insertion professionnelle des jeunes Chinois, des jeunes du village chinois de Kourou. Un job dating a été organisé aujourd'hui par les étudiants de l'IUT de Kourou. On regarde le reportage de Jonathan Lariot. Des jeunes du village chinois ont choisi de ne pas louper le coche ce matin. Dans leur maison de quartier, ils sont déjà plusieurs à converser avec plusieurs organismes de formation. L'initiative semble très appréciée. C'est les meilleures choses que je vois depuis de longtemps ici en ville chinoise. Mais je viens pour chercher la formation parce que un camarade me dit qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi et de formation aussi. Je trouve que c'est très intéressant puisque le village chinois c'est un village en particulier. Après dans d'autres quartiers ça reste intéressant. Surtout le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'emploi ou de formation et qui ne sont pas souvent au courant, qui n'ont pas l'occasion de faire la démarche d'aller chercher eux-mêmes. C'est le premier job dating organisé dans le quartier, un moyen de lutter contre une forme de stigmatisation qui touche le village chinois. Certains qui connaissent bien le quartier vous diront que ça se passe vraiment bien. Après, il y en a d'autres qui pencheront plutôt sur des côtés négatifs. Donc voilà, mais le village chinois est un quartier comme les autres. Et ça ne sert à rien de stigmatiser un quartier par rapport aux faits divers ou autres. C'est un quartier comme les autres et c'est pour ça qu'on a voulu le faire dans la maison de quartier du village chinois. Mais bien sûr, c'est une toute première édition pour nous et nous essayerons de persévérer pour continuer. La session de job dating s'est clôturée à midi et le résultat est encourageant. Plus d'une vingtaine de jeunes et moins jeunes auront fait le déplacement. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. José Germidier sera avec nous ce soir. Il est l'auteur d'une nouvelle pièce qui sera présentée ce samedi à l'Archipel. Et puis découverte du livre jeunesse De quelle couleur es-tu qui sortira demain en librairie et qui a déjà été présenté au jeune public. Mais avant cette histoire, celle d'un coup de gueule d'un client d'EDF mécontent. Depuis plus de 5 ans, il subit des coupures intempestives d'électricité. Obligé de remplacer régulièrement son matériel, il a décidé de porter plainte contre EDF Guyane. Gaël Oassim l'a suivi dans ses démarches. 29 coupures d'électricité en 2017, des appareils électroménagers hors de service et le silence assourdissant d'EDF face à ces réclamations ont conduit Georges Fabien à déposer plainte contre la structure. En janvier 2018, j'ai écrit à EDF pour en dire à EDF que si je devais subir des coupures en 2018, je vais déposer plainte auprès du tribunal. Je paye pour avoir le droit à l'électricité, je paye un abonnement, je paye l'acheminement. En retour, le service public, le public doit assurer sa mission. Donc, comme ce n'est pas le cas, et je considère le fait que le directeur ne répond jamais à mes courriers, c'est un mur enrobé de mépris, voire c'est un je m'en foutisme chronique de la part de ce directeur. Donc, j'ai décidé de réagir pour me faire entendre. Le dépôt de plainte contre l'entreprise, encore rare en Guyane, s'articule en plusieurs étapes qui vont de la rédaction de la doléance à la décision du parquet. À partir du moment où vous portez plainte contre un organisme quelconque, la plainte, il faudra la motiver, c'est une chose. Ensuite, ça tombera entre les mains du procureur de la République, qui décidera si oui ou non votre plainte est valable, si elle est justifiée en droit, et par voie de conséquence, dire les suites qui devront être apportées à cette plainte. Nous devons nous contenir dans un premier temps à la doléance, parce que c'est une véritable doléance que nous faisons, et que nous allons rédiger en bonne et due forme. En ce qui concerne M. Fabien, il y aura toujours possibilité pour nous de nous retourner par la suite sur le plan civil, mais
actuellement, nous sommes dans un cadre pénal où nous disons qu'il y a une faute de la part d'EDF et on demande réparation de cette faute. Si les clients lésés peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour la gêne occasionnée, une réponse à plus long terme est réclamée par le plaignant. La plus belle réparation pour moi, ce serait que EDF comprenne qu'il faut mettre en place une politique d'investissement ici qui permette à l'ensemble de la population guyanaise, pas uniquement M. Fabien et moi, à l'ensemble de la population guyanaise de bénéficier véritablement de l'énergie électrique dans des conditions normales. Le dépôt de plainte serait-il la première étape pour faire la lumière sur les défaillances d'EDF en Guyane ? Et ouvrons maintenant une page culture. Ce samedi, la scène nationale de Guadeloupe accueillera la pièce de théâtre Joyeux anniversaire Martha, une pièce écrite par José Jarnidier et mise en scène par Dominique Bernard. Pour nous en parler ce soir, l'auteur est avec nous. José Jarnidier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Joyeux anniversaire Martha est une pièce qui parle de Martha, une femme guadeloupéenne qui cherche désespérément un mari. On regarde ensemble un court extrait. Je sais que vous n'avez pas encore découvert la pièce. On regarde ensemble. Oh, Zana! Bon Dieu Seigneur! Première fois, on t'a attendu ça en bouche à René. Non, maman était changée. Ah, bah, t'es Martha encore. C'était ma pupuce, ma cocotte. Ma petite doucelette, mon kili bibi, mon petit sucre à coco à tête rose. Racontez maman ça. Il dit, moi dis ma fille, pas de temps, double dose là, il commandé au maillet. On le voit, Martha, qui est interprétée, José Jarnidier, par la comédienne Esther Myrtil. Tout tourne autour du mariage. Il y a derrière ça une reconnaissance sociale, un besoin qui est beaucoup plus fort chez nous que finalement juste le signe d'un engagement d'amour. Je ne sais pas si c'est plus fort chez nous, mais ce que je sais, c'est que bon, c'est l'institution même du mariage est très très forte chez nous et ailleurs aussi. Mais une femme ici espère, comme Esther, espère le mariage. Ouais, Esther, pourquoi elle désire autant se marier? Quelle est l'histoire de cette femme? Mais alors, l'histoire, tout simplement, Martha, c'est une femme qui, le jour de son anniversaire, attend son compagnon qui lui a dit, son compagnon René, qui lui a dit qu'il viendra pour dîner avec elle. Donc, elle attend, elle espère. Et elle attend, et René n'arrive pas. Est-ce qu'il va arriver, est-ce qu'il ne va pas arriver? Mais c'est à ce moment-là que Martha profite pour vider son cœur et parler d'elle, parler de toutes les femmes de sa vie, sa mère, sa grand-mère, ses cousines. Et elle constate, elle nous raconte comment toutes ces femmes-là ont trimé, comme on dit, dans cette vie-là, avec les hommes, avec la vie. Et elles se battent, mais des fois, c'est difficile. Martha est une femme de la déveine. Qu'est-ce qui vous a inspiré, cette femme, ce personnage? Ben, je crois que dans mon enfance, j'ai été bercé par beaucoup de femmes. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'il y avait beaucoup de femmes autour de moi, autour de nous, enfants. Et c'était des femmes qui, qu'on aurait dit en créole, dans la misère. C'était des femmes de la misère, mais qui étaient toujours souriantes. Mais souvent aussi, cet enfant que j'étais entendait ses plaintes quand elle pleurait. Et ça, elle ne pleurait pas devant nous, mais on sentait qu'il y avait une souffrance. Et j'ai voulu, à travers Martha, raconter ces femmes, raconter cette misère, raconter cet amour pour la vie et cette espérance. Elle espère, et les choses n'arrivent pas, mais qu'on dit là, bon Dieu, bon, tiens, nous qui arrivons. Et c'est ça qui constitue cette culture des femmes chez nous, quoi. C'est un modèle à côté de la femme potomitan. Est-ce que vous avez le sentiment que cette représentation existe toujours en 2018? Eh bien oui, je crois. Et justement, je crois que cette femme potomitan cache un peu, c'est l'arbre qui cache la forêt. Je ne pense pas que toutes les femmes d'ici ce sont des femmes potomitan. Oui, il y a des femmes potomitan, mais c'est quoi ce potomitan?
Je crois qu'il y a des femmes qui sont vraies, qui vivent, qui se battent avec la vie, comme les hommes aussi, mais les femmes se battent énormément avec la vie parce qu'on pense qu'elles doivent se battre. Mais les femmes souffrent énormément aussi. Et je crois que Martha doit se raconter, doit dire qu'est-ce qu'elle souffre et qu'est-ce que les femmes, toutes les femmes de sa génération ont souffert. Et quel est le message finalement à celles qui souffrent et qui regardent Martha? Eh bien, c'est se dire, eh bien, c'est une réalité et il faut qu'on réagisse autrement. Il faut qu'on se dise, eh bien, la vie n'est pas seulement d'attendre, mais c'est d'agir aussi. C'est un accomplissement qui ne se fait pas à travers l'autre. Voilà, et c'est aussi se mettre d'accord avec ces hommes, c'est parler à ces hommes et se dire, nous sommes des hommes avec un grand H, femmes et hommes, pour construire une même société, pas un à côté de l'autre. Cette pièce a été écrite en créole, mais la société qui l'a produit texte en parole a décidé de la traduire en français. Est-ce qu'elle a vocation justement à être représentée aussi en France hexagonale? Eh bien, je trouve que cette idée de Dominique Bernard est géniale. Géniale parce que nous avons besoin de diffuser nos pièces et partout. Et c'est une pièce en créole, mais nous avons besoin aussi de diffuser notre culture. Et notre culture, notre langue créole, c'est aussi le vecteur de notre culture. On ne doit pas se priver de ça. Mais c'est vrai qu'on doit pouvoir diffuser dans d'autres lieux. Et c'est pourquoi Dominique Bernard a décidé de faire en sorte que cette pièce soit sous-titrée en français et même en anglais, parce que la vocation aussi d'amener cette pièce aussi à l'étranger, dans d'autres pays, dans la Caraïbe surtout. Donc je pense que c'est une très très bonne idée. Et ce sera aussi une première ici en Guadeloupe, qu'une pièce qui est créée d'emblée démarre avec un sous-titrage en français. José Gernidier, merci d'avoir accepté notre invitation. Joyeux anniversaire Martha, c'est ce samedi soir à la scène donc de l'Archipel. Donc ce sera vendredi soir et samedi soir, les premières de Joyeux anniversaire Martha. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons culture toujours, vous le savez, le prix Carbet des lycéens a été remis aujourd'hui en Guadeloupe. C'est là ici Néhémie Pierre Dahomey qui a remporté ce prix littéraire avec son premier roman Rapatrié, un roman qui amène le lecteur à s'interroger sur les questions de l'exil et du déracinement, une histoire que nous connaissons quelque part. Yvan Lemar a pu recueillir la première réaction de cet auteur. On écoute tout de suite justement ses propos. Ça fait toujours plaisir, une distinction de lycéen. Je n'ai pas écrit le livre à l'attention d'un jeune public. Et par conséquent, je ne m'attendais pas à bénéficier autant d'attention de leur part. Donc ça me fait plaisir, je suis très content, mais surtout que de savoir que ces jeunes ont lu ces 6 livres et ont posé leur choix après lecture de tous les livres, ça ravit aussi le lecteur que je suis. C'est une nouvelle reconnaissance aussi? Oui, on va dire que c'est une reconnaissance pour l'avenir, parce qu'on sait qu'un lectorat se constitue et que ce lectorat caribéen est là pour les livres à venir. Et dans ce lectorat vont naître aussi, je l'espère, d'autres auteurs. Et puis demain sortira en librairie le dernier album jeunesse édité par les éditions Caribule, intitulé « De quelle couleur es-tu ?» L'auteur, Pascal Bougeot, raconte à travers le regard d'une petite fille marie-galantaise la beauté de la diversité et du vivre ensemble, découverte avec Yvan Lemar. De quelle couleur es-tu ? Une bande dessinée pour la jeunesse où Pascal Bougeot aborde le thème de la couleur de peau et sa diversité. Dans cette œuvre, l'héroïne, inspirée d'une petite marie-galantaise, nous invite à découvrir son entourage en pleine préparation d'une fête de quartier. Au départ, je ne savais pas très bien comment m'y prendre pour pas que ça soit mal interprété. Voilà, pour pas qu'il y ait de polémique autour d'un sujet qui est un peu compliqué à traiter. Donc c'est en regardant tous mes carnets de croquis, je voyage, je fais beaucoup de carnets de croquis, je rencontre beaucoup d'enfants, de parents dans différentes parties du monde, donc j'ai beaucoup de croquis de personnes différentes. C'est en regardant toutes ces personnes que j'ai eu cette idée de fête. Voilà, cette idée de fête où on invite un nouveau venu dans le quartier, parce que là j'ai imaginé que c'était une fête de quartier, on invite un nouveau venu
quelle que soit la couleur de sa peau. Couleur sucre de canne, caramel, anis étoilé ou encore yaourt framboise sont quelques exemples de termes utilisés dans cet album pour décrire et découvrir divers personnages. On a tous une couleur de peau, donc j'ai choisi des termes qui se rapprochent à la gourmandise, à la nature. Je voulais des termes très légers et pas du tout connotés. Voilà, je voulais vraiment que ça soit le plus doux possible, le plus poétique possible. Il y a des termes qui sont un petit peu compliqués, comme par exemple si un petit enfant de métropole vous lui parlez de graines de roucou, bon ici, en Guadeloupe, on sait ce que c'est que la graine de roucou. En métropole, dans la région parisienne, la graine de roucou, les enfants ouvrent des grands yeux, comme l'anis étoilé. Mais c'est pas grave. Un album, c'est aussi pour aller plus loin. Les parents vont apprendre des choses et les enfants vont apprendre des choses. La préface de cet album a été rédigée par l'auteur martiniquais Patrick Chamoiseau, une bande dessinée qui invite à accepter et aimer l'autre dans toute sa diversité. Mais cet album, je ne les conçois pas avec un message, mais bien sûr qu'il y en a toujours un en dessous, de façon un peu subliminale. Bien sûr que j'invite, en fait, le message, c'est pas un message, c'est plutôt une invitation. Voilà, je préfère le mot invitation au mot message. C'est une invitation à bien vivre ensemble, quelle que soit notre couleur de peau, notre taille, notre poids, nos qualités, mais nos défauts aussi. Ce qu'il faut faire avec. Pour bien vivre. Jusqu'à la fin du mois, plusieurs rencontres avec des écoles sont programmées pour présenter cet album. De quelle couleur es-tu de Pascal Bougeot sortira demain en librairie. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Gosier, Goyave et le quartier de Dutot aux Abîmes. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à 18h. L'équipe de l'établissement français du sang vous donnera rendez-vous demain au lycée de Port-Louis toute la matinée à partir de 8h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mercredi 17 avril. Nous l'avons vu ce soir, les habitants de Bovissa à Petit-Bourg sont menacés d'être délogés pour des raisons de sécurité. Le maire de la ville, Guy Losbar, qui veut éviter un scénario similaire à celui du quartier de Grand-Bay à Gosier, a ouvert le dialogue, mais nous l'avons vu, les discussions s'annoncent difficiles. Et puis l'ARACT Guadeloupe mobilise ses troupes sur le terrain pour aider les entreprises, les jeunes entrepreneurs à prévenir les problèmes liés à de mauvaises conditions de travail. Un séminaire était organisé aujourd'hui. Et puis demain sortira en librairie l'ouvrage de Quelle couleur es-tu ? Un livre de Pascal Bougeot. Elle met en scène une petite fille marie-galantaise qui nous apprend à admirer la beauté du vivre ensemble et la diversité. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.